Léger, imperméable, résistant, produit sur mesure, à de faibles coûts. Le plastique est irremplaçable. Matière parfaite au cœur de nos vies. Elle devient maudite une fois qu'il faut s'en débarrasser. Le monde croule sous le plastique. Et l'artiste Mandy Barker le collecte sur les plages et les mers du monde entier. Le met en scène pour illustrer ce qu'on ne voit pas. Le plastique est désormais une partie intégrante de nos océans, comme les algues ou le plancton. Mais paradoxalement, dans nos mers et nos océans, loin des yeux, on ne retrouve qu'une infime quantité de nos déchets plastiques. Alors, que devient-il? Est-il sur le fond? A-t-il pénétré la chaîne alimentaire? S'est-il fragmenté en si petits morceaux que l'on en perd sa trace? Les scientifiques du monde entier sont donc partis à sa recherche et se demandent s'il n'est pas en train de modifier l'écosystème sans que l'on en mesure les conséquences. Aux États-Unis, dans l'État du Massachusetts, Cara Lavanderlo dirige les programmes de la Sea Education Association, qui depuis 35 ans forme des étudiants à la navigation et à l'océanographie. Leurs deux bateaux sillonnent l'Atlantique et le Pacifique à longueur d'année. Cara Lavanderlo possède ainsi la plus longue série d'échantillons plastiques prélevés dans l'océan. À partir de cette collection, elle a formulé une question inédite. Nous avons suffisamment de données dans l'Atlantique Nord pour pouvoir se poser cette question. Dans les zones océaniques où les plastiques s'accumulent, est-ce que cette accumulation augmente avec le temps? Mais quelles sont les données connues aujourd'hui? Selon des études récentes, le nombre de bouts de plastique à la surface des océans atteindrait 50 000 milliards de morceaux. Ils sont présents partout, de l'Arctique à l'Antarctique via les mers tropicales. Ils sont souvent à peine visibles, car l'immense majorité de ces morceaux fait moins de 5 mm. On sait également qu'une bonne moitié s'accumule au cœur de tourbillons d'eau formés par les courants marins, les gyres océaniques. On dénombre aujourd'hui 5 zones d'accumulation, 2 dans le Pacifique, 2 en Atlantique, 1 dans l'océan Indien. On les nomme souvent des continents de plastique. Jusqu'alors, on pensait logiquement que la quantité de plastique avait augmenté à travers le temps dans ces zones d'accumulation. Mais en se plongeant dans sa collection unique au monde, Cara en a tiré une autre conclusion. Le plus étonnant était d'observer que la quantité de plastique concentrée dans le gyre subtropical était constante. Elle n'avait pas augmenté aussi fortement que nous l'imaginions. Nous ne pensons pas que cela soit dû à un meilleur recyclage du plastique ou des progrès faits pour éviter qu'il se retrouve dans les océans. On constate en fait qu'après quelques années à flotter, il disparaît progressivement de la surface de l'eau. Intriguée, Cara Lavanderlo a dès lors essayé de déterminer la masse des plastiques à la surface des océans. Son étude, la plus complète à ce jour, en trouve jusqu'à 236 000 tonnes. Mais ce chiffre ne représente que 1% des déchets qui pénètrent dans les océans sur un an. C'est un chiffre très faible et surprenant. Il y a une telle quantité de plastique déversé dans les océans et on ne sait pas où il se trouve.
1%. On ne retrouve aujourd'hui qu'un seul % du plastique en mer. Pour bien saisir, il faut se pencher sur l'échelle des grandeurs de la production plastique. En 1950, elle est d'1,5 million de tonnes. Aujourd'hui, elle approche les 300 millions de tonnes par an. La quantité de plastique flottant à la surface des océans, estimée par Cara Lavanderlo, n'est en rien comparable à ce que l'on devrait trouver. Le risque, c'est que les gens se disent « Oh, très bien, il a disparu, donc où est le problème ?» Alors qu'à nos yeux, c'est un phénomène très inquiétant. Si on ne sait pas où il est, alors on ne sait pas ce qu'il fait, ni s'il a des impacts sur l'environnement qu'on n'aurait même pas imaginé. Savoir où le plastique se trouve est devenu un enjeu primordial pour comprendre ses effets et son rôle dans l'écosystème. Mais il faut commencer par le commencement. Quelle quantité de plastique pénètre dans nos océans? Si la question est posée depuis les années 70, la première réponse est apportée en 2015 par Jenna Jambek, une ingénieure spécialisée dans la gestion des déchets. L'étude a duré 3 ans et demi. On a observé les zones côtières de 192 pays sur un périmètre de 50 km dans lequel les déchets plastiques pouvaient se retrouver dans l'océan par le biais des rivières ou l'aide du vent. De là, on a estimé le pourcentage des plastiques qui n'étaient pas bien gérés. Notre estimation moyenne est que 8 millions de tonnes de plastique ont fini dans les océans en 2010. Sur les 275 millions de tonnes de déchets plastiques, 32 millions sont mal gérés, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni enfouis, ni brûlés, ni recyclés. Et parmi ces 32 millions, 8 millions finissent dans la mer. Le mérite de cette étude est de donner un ordre de grandeur au problème et surtout de montrer qu'il se résoudra à terre par une meilleure gestion de nos déchets. Selon Jenna Jambek, si l'on ne fait rien, 10 fois plus de plastique pénétrera dans nos océans en 2025. Une fois en mer, c'est déjà trop tard. Il est quasiment impossible de le collecter et on a tendance à en perdre la trace. Pourtant, sa traque n'est pas nouvelle. Elle a commencé il y a une vingtaine d'années. L'un des personnages emblématiques en est François Galgani. Il est une référence, autant par les études auxquelles son nom est associé que par son engagement. Grâce à lui, le plastique est devenu un indicateur de la qualité de l'eau au sein de l'Union européenne. En 1992, François Galgani monte un projet de mission iconoclaste pour l'époque. Observer les fonds à la recherche de plastique à bord du Nautile, le sous-marin légendaire de l'Ifremer. Ces images vont faire le tour du monde et lui va en tirer un modèle. Donc là, on est à 20 km au large, en Méditerranée française, et 1000 mètres de fond. Et donc, c'est une plongée où on espérait voir des belles choses. Et puis, on est arrivé à un amas de bouteilles, simplement. Hein. C'est des bouteilles qui dataient des années 60, quand même. Donc, on sait comme ça qu'elles peuvent durer pendant plusieurs dizaines d'années sur le fond et très profond. Et une des raisons, c'est qu'en fait, il y a beaucoup moins d'oxygène et pas de lumière du tout. Et donc, ce sont les éléments qui, normalement, favorisent la dégradation. Et dans la réalité, en profondeur, ils se dégradent beaucoup plus lentement qu'ils ne se dégraderaient en surface, quoi. Pour l'anecdote, actuellement, les pilotes de sous-marins, lorsqu'ils sont sur le fond, ils savent qu'ils sont sur le fond parce qu'il y a des plastiques. Donc ça permet, c'est un indicateur, si vous voulez, de la zone dans laquelle on est dans un canyon. Ce qui se passe, c'est que le canyon fonctionne comme un conduit. Évidemment, tous les déchets ont tendance à descendre. Et dans les zones où il y a beaucoup moins de courant, là, ils vont s'accumuler. Et donc c'est la raison pour laquelle on trouve justement des zones d'accumulation profonde. Mais ces zones sont difficiles d'accès et ces données demeurent partielles. Il n'y a actuellement aucun bilan des quantités de déchets sur les fonds marins.
Donc c'est une des grosses questions qui existent actuellement. Est-ce que c'est des quantités qui compléteraient justement l'information qu'on n'a pas actuellement? En tout cas, c'est sûr, si vous voulez, que ce qu'on voit, ça n'est qu'une partie. Si l'on ne connaît pas la quantité et la localisation des plastiques dans les fonds marins, en sait-on davantage sur ce qui se passe en surface? Les zones d'accumulation sont-elles réellement des terminaux pour les plastiques flottants? À Londres, à l'Imperial College, l'océanographe Eric Van Sebile étudie les courants marins. Il s'intéresse donc aux gyres, ces zones où s'accumule la moitié du plastique en surface. On considère généralement que ces 5 gyres agissent comme une sorte de terminal où les plastiques finissent leur course une fois qu'ils ont pénétré dans les océans. Eric Van Sebile largue en mer des bouées émettrices dérivantes qui se comportent peu ou prou comme des morceaux de plastique. Elles illustrent le chaos des océans. 2 bouées lâchées à quelques mètres l'une de l'autre se retrouvent éloignées de plusieurs centaines de kilomètres après 2 semaines. Ces données livrent une nouvelle compréhension des zones d'accumulation. Chose importante, nous avons récemment découvert que ces zones d'accumulation ne sont pas des trous noirs. Ce ne sont pas des terminaux pour les plastiques. Il n'est pas dit qu'une fois que le plastique est entré dans la zone d'accumulation, il va y rester. En fait, ces zones d'accumulation sont assez poreuses. Le plastique peut entrer dans une zone d'accumulation, puis en sortir et passer dans une autre. Toutes les zones d'accumulation sont connectées entre elles et il y a un flux permanent de plastique entre ces différentes zones. Maintenant, nous comprenons qu'à cause de tous ces mouvements du plastique, le plastique de tout le monde peut finir n'importe où. Eric modélise les parcours des déchets plastiques. Parfois, en fonction de l'endroit où ils pénètrent dans la mer, il leur faut 10 ans pour atteindre leur premier gire. Des années pendant lesquelles ils vont se dégrader. Car l'immense majorité des plastiques observés sont d'une taille inférieure à 5 mm, ce sont des microplastiques. Et loin de la perception communément admise, ces zones d'accumulation ne ressemblent donc en rien à des continents de plastique souvent évoqués. Si la pièce où nous sommes maintenant était une zone d'accumulation, nous aurions environ 30 ou 40 minuscules morceaux de plastique. Les zones d'accumulation sont une soupe très fine de très petits morceaux de plastique. Ce ne sont pas des îlots d'ordures ni des continents, rien de tout cela. Ces microplastiques focalisent partout l'attention des scientifiques. Ils sont le cœur du problème. Parce qu'ils sont immensément plus nombreux que les macroplastiques. Parce que leur capacité à pénétrer dans l'environnement semble infinie. Ce que l'on essaie de faire, c'est de comprendre comment différents types de plastique se fragmentent dans l'environnement marin. Dans l'océan, ils sont exposés aux rayons du soleil, aux turbulences des vagues, aux courants, et l'on passe d'un gros objet en plastique à des microplastiques. On ne sait pas combien de temps ça prend et les temps sont différents en fonction des types de plastique. On sait que les 2 plastiques les plus communs sont aussi les plus fréquents à la surface, le polyéthylène et le polypropylène. Le polyéthylène est utilisé pour des choses comme des bouteilles de lait ou des sacs plastiques. Le polypropylène est utilisé pour faire des bouchons de bouteilles, des pailles et des pots de yaourt, autrement dit des objets du quotidien. Cara Lavanderlo observe donc la façon dont se fragmentent les morceaux de polyéthylène et de polypropylène, lesquels semblent être les plus robustes ou les plus friables. Les plastiques se fractionnent en des morceaux si petits qu'ils passent forcément au travers des mailles des filets utilisées par les scientifiques pour les prélèvements, des mailles qui ne font pourtant qu'un tiers de millimètre.
Cette dégradation expliquerait une partie de notre incapacité à les retrouver. Richard Thompson est le premier à avoir évoqué cette étrange disparition du plastique. C'était en 2004, dans un papier publié dans la revue Science et intitulé « Lost at Seas », perdu en mer. On a récemment découvert des morceaux de plastique d'une taille de 20 microns, soit des morceaux plus petits que le diamètre d'un cheveu humain. Personne n'avait encore trouvé des morceaux aussi petits, car avant que l'on commence à s'y intéresser, ces très petits morceaux n'étaient pas recensés. Or, on les retrouve partout et semblent représenter une part substantielle des débris plastiques. Nous devons garder en tête que cette quantité de microplastiques va forcément augmenter dans les prochaines années à cause de la fragmentation des plus gros objets de plastique qui sont déjà dans l'océan. Donc, nous devons en apprendre davantage sur eux, savoir où ils se trouvent et où ils sont le plus abondants. Ces microplastiques sont aujourd'hui au cœur du paradoxe de cette disparition. Ils sont partout, et en même temps, ils sont très difficiles à cerner. Mais en 2014, une piste sérieuse apparaît. Une scientifique américaine, Rachel Hobart, travaille sur la banquise. Elle remarque de minuscules fragments colorés dans ses échantillons. Elle les envoie à Richard Thompson. Parmi les différentes trappes, ces lieux où une quantité conséquente de plastique s'accumule, les données de Rachel suggèrent que l'Arctique peut être une trappe importante pour ces particules. Lors de la formation de la banquise, il y a un phénomène de concentration des particules présentes dans l'eau de mer. C'est peut-être pour cette raison que l'on a trouvé de si grandes concentrations de microplastiques dans nos échantillons de banquise. En extrapolant les données de divers échantillons, Rachel Hobart et Richard Thompson en ont conclu que la banquise, en fondant, pourrait libérer 1000 milliards de particules de plastique dans les eaux d'ici une dizaine d'années. Ce qui en ferait un des grands réservoirs de déchets plastiques de la planète. Les microplastiques semblent être ainsi en transit permanent. Mais est-il possible qu'ils reposent sur le fond des océans? Aucune preuve de cette présence n'a jamais été apportée. Jusqu'à ce qu'en 2015, une biologiste contacte Richard. Je me trouve au musée d'histoire naturelle de Londres pour rencontrer le docteur Lucy Woodall. Lucy m'a contacté pour me dire que parmi les sédiments qu'elle avait analysés et qui avaient été prélevés dans les eaux profondes des océans à plusieurs milliers de mètres, elle avait trouvé des particules de couleur très vive qui lui semblaient inhabituelles. Oh, good morning. Hi Lucy, good to meet you. Oh, thank you very much. Lucy Woodall étudie les organismes vivants sur les monts sous-marins et les grands fonds de l'océan Indien à des profondeurs comprises entre 300 et 3000 mètres. J'ai été surprise au début parce que lors de cette expédition, mon but n'était pas de trouver des microplastiques. Pour tout vous dire, je ne les voyais même pas lorsque j'étais en mer. Mais quand je suis revenue au labo et que j'ai observé ces très petits vers que l'on appelle nématodes, alors j'ai trouvé ces sortes de fibres au sein des sédiments. Je ne savais pas ce que c'était car on n'en avait jamais trouvé dans les grands fonds. Et vous pouvez observer comment ces fibres sont enchevêtrées autour de ces polypes. Dans les collections du muséum, Lucy montre à Richard les espèces de grands fonds, des vers, des coraux, sur lesquels elle a aussi trouvé des microplastiques. Non seulement on ne les avait jamais remarqués dans les fonds marins,
Mais les concentrations de microplastiques dans ces échantillons sont 1000 fois supérieures à celles de la surface. Pour Richard Thompson, cette découverte est une découverte majeure. Elle apporte ainsi un début de réponse à cette disparition. Surtout, elle montre que les microplastiques se déplacent dans la colonne d'eau pour atteindre le fond et multiplient les risques de rencontre avec la faune marine. Si on raisonne en termes de risque pour la vie marine, il faut observer où le plastique est le plus présent. Car si on sait où ces plastiques s'accumulent le plus, alors on saura où le danger potentiel sera le plus élevé. Car les voilà les grandes questions cachées derrière cette quête des microplastiques. Comment interagissent-ils avec l'écosystème? Sont-ils complètement passifs ou modifient-ils les équilibres? Dans quelle mesure ont-ils pénétré les organismes marins et donc la chaîne alimentaire? À ton avis, par quel biais ces microplastiques pourraient se retrouver dans des organismes vivants? Oui, c'est la vraie question, n'est-ce pas? Est-ce que ces microplastiques s'accumuleraient? Combien de temps mettraient-ils pour pénétrer dans leur organisme? Ce sont des questions importantes auxquelles il est très difficile de répondre pour l'instant. Et partout dans le monde, ces questions sont aujourd'hui posées. Il ne se passe pas un mois sans qu'un article ne décrive une nouvelle espèce touchée. En 2015, les scientifiques ont recensé 560 espèces qui ont soit ingéré, soit été prises dans du plastique. Le chiffre a doublé en 20 ans. La grande majorité des organismes semble donc atteinte. Des proies aux prédateurs, des immenses baleines aux minuscules planctons, la base même de la chaîne alimentaire. Au large de la Côte d'Azur, le bateau du laboratoire océanographique de Villefranche-sur-Mer tire un filet manta. À son bord, Gabi Gorski et Maria Luisa Pedrotti effectuent un nouvel échantillonnage. Les méduses arrivage, première masse. Je me souviens des premières masses. En 2014, Gabi et Maria Luisa ont participé à l'expédition Tara Méditerranée qui, pendant 7 mois, a arpenté ces eaux. Ils ont trouvé du plastique dans chacun de leurs 350 coups de filet. Surtout, ils se focalisent sur la relation entre la quantité de plastique et la quantité de plancton. Si elle fluctue en fonction des lieux et des mois de l'année, le ratio peut être parfois inquiétant. Il y a les petits microphyllées, c'est les petits poissons lanternes qui sont là. Il y a des salpes. Et puis il y a du plastique. Et les plastiques, voilà, les plastiques. Il y a certains endroits où il y a un plastique pour 2 planctons. Ça veut dire que c'est quand même pas mal. À d'autres endroits où il y en a moins. Mais imaginez-vous les petites baleines qui arrivent et qui trouvent que des plastiques à manger. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'au moment qu'il y a tant de plastique en mer, mais il n'y aura plus rien à manger pour les filtreurs, pour les poissons, pour les baleines. Le problème est, je définis ça pour mes étudiants de la façon suivante. C'est pas la peine de jeter les sacs de plastique. Vous les assaisonnez bien, vous les mangez directement. Parce qu'à un moment donné, ça va revenir dans votre assiette, sous une forme ou sous une autre. L'image a le mérite de synthétiser la situation et de saisir l'importance aujourd'hui de la pénétration du plastique dans la chaîne alimentaire. Dans le laboratoire, ils scannent chaque échantillon, séparent le plastique du plancton. Pour chacun, ils établissent une fiche descriptive. Type, nature, forme. Le plastique est considéré comme une part intégrante de l'écosystème marin. Il est traité, décrit comme n'importe quel élément naturel qu'un biologiste essaie de comprendre. Un nouvel élément
qui passe d'un niveau à l'autre de la chaîne alimentaire. Le zooplancton, donc les brouteurs, montent la nuit pour se nourrir à la surface. Et c'est là où les rencontres se font. L'influence du zooplancton sur le plastique intervient. Et puisque le matin, tout ce beau monde descend, c'est une oscillation comme un poumon artificiel, un poumon en fer. Ça monte, ça descend, ça descend avec le plastique qui était ingéré et qui est relâché ensuite en profondeur et peut-être séquestré, peut-être dissoute ensuite. Mais c'est pourquoi peut-être il y a moins de plastique que prévu à la surface. Les microplastiques se sont donc immiscés dans la chaîne alimentaire. Ils se faufilent d'un organisme à un autre. Au-delà du constat, quelles sont les conséquences lorsqu'un organisme ingère un bout de plastique? Passe-t-il simplement dans le corps avant d'être rejeté sans que des effets indésirables se produisent? Ou est-ce que les répercussions sont bien plus pernicieuses? À Toronto, l'écotoxicologue Chelsea Rockman travaille le sujet depuis plusieurs années. Et si elle s'intéresse tant au plastique, c'est que déjà, il n'est pas si neutre lorsqu'il est dans l'eau. Imaginez que c'est l'océan. On y trouve déjà beaucoup de produits chimiques issus des rejets urbains et agricoles, tous de différents types. Toutes ces couleurs représentent les différents types de produits chimiques. Ensuite, on ajoute notre morceau de plastique. Parfois, on se réfère au plastique comme un cocktail de contaminants. C'est parce que sa fabrication nécessite divers produits chimiques. Une fois dans l'eau, il agit alors comme un aimant pour tous les autres produits chimiques qui gravitent autour de lui. Vous voyez, là, il est dans l'eau et il ramasse et accumule tous ces produits chimiques à sa surface. Et donc, lorsqu'on a fini avec ce plastique, il est comme un nouveau cocktail de produits chimiques. Et si un animal l'ingère, ces produits chimiques vont alors être transférés à cet animal. Le plastique n'agrège pas seulement les polluants chimiques contenus dans l'eau qui l'entoure. Il a aussi les siens qui lui sont propres. Chaque plastique est unique en raison des additifs qu'on lui ajoute pour lui donner sa caractéristique, que ce soit sa couleur, sa souplesse ou sa résistance au feu. Nos différents prélèvements effectués dans les océans nous ont permis de constater que le composant chimique le plus souvent retrouvé dans les animaux aquatiques est le retardateur de flamme. Et ce retardateur est un des composants du plastique. Donc, certains plastiques sont, par nature, plus dangereux lorsqu'ils pénètrent dans l'eau, et en particulier pour la faune marine. Chelsea Rockman cherche donc à évaluer les effets toxicologiques des microplastiques en respectant autant que possible les conditions environnementales. Elle simule ainsi les concentrations de microplastiques que l'on trouve dans les zones d'accumulation à la surface des océans. Elle immerge dans l'eau de mer des billes de plastique pour qu'elles se chargent des polluants environnants, puis les inclut dans le régime alimentaire d'un groupe de poissons. Voici le foie d'un poisson ayant ingurgité un morceau de plastique, associé à d'autres produits chimiques. Il y a là un cercle qui fait un quart de la taille de son foie qui confirme la présence d'une tumeur, une adémone hépatocellulaire. Or, on ne s'attend pas à observer une telle tumeur chez un poisson de 8 ou 9 mois parce qu'il n'est pas assez vieux pour développer naturellement ce type de maladie. Donc, nous pensons que cette tumeur pourrait être causée par l'association des plastiques et des produits chimiques. D'une manière générale, les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur l'impact du plastique pour les organismes. Pour les uns, il est central, pour d'autres, il est marginal. Mais tous partagent une même conclusion, l'alerte devient sérieuse.
Cette alerte tient à sa pénétration dans la chaîne alimentaire, comme si le plastique se rapprochait de plus en plus de notre assiette. Pour mieux appréhender la situation, Chelsea a poussé la porte de nombreuses poissonneries. Dans vos dorades, vous avez laissé l'estomac? Oui, vous voulez l'estomac? Oui, c'est ça qui m'intéresse. Et voilà. Merci beaucoup. Bon week-end. J'essaie de comprendre s'il y a un lien entre les composants chimiques du plastique et les produits de la mer que nous mangeons. Récemment, j'ai mené une étude sur des poissons achetés dans des poissonneries de Californie et d'Indonésie. Nous avons constaté la présence de plastique dans 25% du poisson acheté et dans un tiers des huîtres. Des microplastiques dans l'estomac d'un quart des poissons achetés, dans un tiers des huîtres. Ces données interrogent d'ores et déjà leur impact sur notre santé. Quels sont ces effets? Qu'en sait-on? Les études sont encore rares, mais l'une d'entre elles a fait parler. Colin Johnson dirige le laboratoire de toxicologie environnementale de Gand. Son équipe s'est intéressée aux moules. Elle a trouvé du plastique dans toutes celles observées. À la différence des poissons dont on ne mange pas l'estomac, là, on avale tout. D'après son étude, un gros consommateur de moules ingurgiterait jusqu'à 11 000 microplastiques par an. Colin Johnson s'est focalisé sur les concentrations de PCB associées pour examiner la nocivité. Ce que l'on en a conclu, c'est que dans le pire des scénarios, la contribution de PCB associée aux microplastiques est 1000 à 10 000 fois inférieure aux valeurs sanitaires recommandées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, si les microplastiques peuvent être un vecteur, c'est un vecteur mineur. Les propos sont rassurants, au moins concernant l'apport de polluants dans notre corps. Mais Colin Johnson n'a pas arrêté là ses recherches. Il s'est interrogé sur le devenir du plastique une fois qu'il a pénétré un organisme. Reste-t-il dans l'estomac un certain temps avant d'être rejeté à l'extérieur du corps, ou peut-il migrer vers d'autres organes? Son laboratoire est l'un des rares à avoir démontré que des microplastiques peuvent traverser les parois intestinales et migrer vers le système circulatoire, qu'il soit sanguin ou lymphatique. On peut clairement distinguer des microplastiques dans cette paroi intestinale. La question est de savoir s'ils peuvent aller dans les tissus. Et quand on regarde attentivement, on voit ici clairement des microplastiques. Ils ne sont donc plus uniquement présents dans la paroi intestinale, mais aussi dans les tissus. Autrement dit, il peut ensuite aller dans d'autres organes sans que l'on en connaisse aujourd'hui les conséquences. Colin Johnson pose aujourd'hui cette même question pour l'homme. L'étude est une étude de laboratoire. Il expose des cellules intestinales humaines à de très fortes concentrations de particules de plastique de 2 microns. Son but, obtenir un taux de transfert théorique pour ensuite déterminer le nombre de particules qui restent dans le corps. Si vous êtes un très gros mangeur de moules, vous aurez 60 microplastiques par an qui passeront de vos fruits de mer vers vos tissus de la paroi intestinale. Maintenant, la vraie question c'est, est-ce que c'est un chiffre significatif? Est-ce que ces 60 particules, dans le pire des cas, ont des effets indésirables sur l'homme? Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui n'est pas encore clairement prouvé. Les biologistes doivent continuer à observer ce phénomène pour apporter des réponses.
La boucle est bouclée. Nous jetons nos plastiques, ils se retrouvent dans notre corps. Leur nocivité est en cours d'examen et ils ont pénétré totalement l'environnement marin. À tel point que des scientifiques considèrent aujourd'hui les risques toxicologiques comme mineurs par rapport aux risques écologiques. Les plastiques, sous leur forme microscopique, peuvent-ils mettre en danger l'écosystème marin dans son ensemble? C'est impressionnant. C'est impressionnant le nombre d'algues attachées à ces plastiques. Toutes les études sont importantes, l'étude sur la toxicité, sur l'ingestion des plastiques, mais l'idée d'imaginer que 250 milliards de nouveaux substrats se baladent en Méditerranée et qu'offrent ce pouvoir de dispersion des espèces, moi je pense que c'est quelque chose de très alarmant. Maria Luisa Pedrotti remarque ainsi que 40% de ces échantillons de plastique sont colonisés par des algues ou des crustacés. Les microplastiques, un vecteur majeur de la dispersion des espèces, il y a des raisons de le penser. Depuis quelques années, les océanographes considèrent que les débris plastiques sont un nouveau mode de transport. L'arrivée de 120 espèces nouvelles sur la côte canadienne à partir d'un gros morceau de plastique issu du raz-de-marée japonais a achevé de les convaincre. À la différence d'un bateau, souvent vecteur de l'introduction d'espèces, les plastiques ne vont pas d'un point A vers un point B, mais au gré des flots. Leur capacité de dispersion est donc infinie. Leur faible vitesse de déplacement laisse du temps pour que la faune et la flore s'adaptent. Ils agissent comme des radeaux, convoyant des espèces potentiellement dangereuses. Et pour moi, c'est une bombe à retardement. On a vraiment besoin de connaître quelle est l'importance de cet impact sur la biodiversité et même sur le transfert des pathogènes. Impact sur la biodiversité, transfert des pathogènes, les microplastiques interpellent. Et des études sur ces questions ont commencé au laboratoire de biologie marine de Woods Hole. Depuis 1888, ce laboratoire, qui s'enorgueillit de 56 prix Nobel, explore la biologie fondamentale et la biodiversité. Linda Amaral-Zettler, microbiologiste, a inclus le plastique dans le champ de ses recherches. Nous avons ici 1 litre d'eau de mer qui contient 1 milliard de bactéries et des milliers de micro-organismes. Certains de ces micro-organismes fonctionnent comme des plantes qui vivent dans l'océan et produisent jusqu'à la moitié de l'oxygène que nous respirons. Et en ajoutant juste une petite particule de plastique, nous transformons la population des bactéries en quelque chose que nous ne connaissons pas encore. Ces surfaces qui n'existent pas naturellement constituent donc un nouvel habitat que l'on essaie de mieux comprendre. En 2013, Linda Amaral-Zettler et son mari Eric se focalisent sur les organismes qui vivent sur des débris plastiques récupérés dans les océans. Un monde s'ouvre alors devant eux, un monde unique. Ils le nomment plastisphère. Salut Eric, comment ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai quelques échantillons. Voici le bord du plastique. Il y a quelques animaux, des invertébrés. Juste ici, c'est un polype. C'est un animal colonisateur. Et tu peux voir la surface qui est rugueuse. Et si je commence à zoomer, tu peux voir, c'est juste truffé de diatomées. Toute la surface est couverte de ces petites algues. Tu vois la quantité de diatomées qu'il y a, mais il y a plein d'autres choses. C'en est couvert.
Je ne sais pas ce que c'est, mais j'aimerais bien le savoir. Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai aucune idée. On dirait un cilié, mais ça n'en est pas un. C'est quelque chose d'autre. Je sais pas. Oh mon Dieu! Si, c'en est un. C'est un cilié, non? Oui. Ce qui est particulièrement intéressant avec celui-là, c'est qu'il soit couvert de petites bactéries. Tu vois, chacune d'entre elles est une bactérie. Celle-là est en train de se diviser, cette autre est en train de finir de se diviser, donc on sait qu'elles se multiplient. La toute première fois que l'on a observé un morceau de plastique, il était très petit, pas plus grand que la moitié de l'ongle de mon petit doigt. Et ce que l'on a vu nous a tout de suite fascinés. C'était, si vous voulez, comme un nouvel écosystème de vie microbienne. On a notamment trouvé des prédateurs, des organismes qui peuvent parasiter d'autres organismes et même des symbioses. Donc, tout ça nous disait que l'on avait là un écosystème autosuffisant qui flottait dans les gyres océaniques. Ils mettent ainsi au jour un monde en soi, un écosystème qui existe par lui-même, des communautés particulières, différentes de celles qui se développent sur des supports naturels comme le bois ou les algues. Et parmi les organismes identifiés sur les morceaux de plastique, l'un d'entre eux intrigue. Dans l'une des premières identifications de communautés microbiennes sur les microplastiques, on a observé qu'il y avait une très grande quantité de vibrions. Les vibrions sont intéressants parce que certains d'entre eux, pas tous, mais certains d'entre eux, provoquent des maladies chez les animaux et les humains. Les bactéries du genre vibrion constituent parfois 25% de la couverture microbienne d'un bout de plastique et certaines d'entre elles sont connues pour être porteuses du choléra. Cela justifie un minimum d'attention. Tracy Mincer, associée à Linda et Eric dans leurs recherches, vient de démontrer que les vibrions ont des mécanismes d'attachement spécifiques qui leur permettent de se fixer au plastique très vite et très bien. Ces bactéries ont aussi des caractéristiques génétiques pour s'attacher aux tissus intestinaux des poissons, faisant ainsi peser une réelle menace pour les stocks. Ils n'ont pas des capacités pathogènes vraiment importantes pour affecter les êtres humains. Et c'est compréhensible, car ces vibrions interagissent surtout avec les poissons et non pas avec les humains. Et donc, nous pensons que le plastique servirait de vecteur pour les vibrions pour se balader et rentrer en contact avec les poissons et transmettre ainsi une charge pathogène au stock de poissons. Cheval de Troie pour bactéries pathogènes, radeau pour espèces invasives, les microplastiques pourraient être le vecteur de transformations importantes du milieu marin. Les études en sont à leurs prémices, et les scientifiques alertent déjà sur la menace qu'ils font peser sur l'équilibre de cet environnement. Mais en observant ces communautés microbiennes, les 3 chercheurs américains ont aussi fait une autre découverte étonnante. Certaines de ces bactéries auraient la capacité d'accélérer le processus de dégradation du plastique. Une découverte surprenante est que beaucoup de microbes que nous trouvions dans la plastisphère avaient également été trouvés dans les marées noires, par exemple, ou dans des expériences sur les dégradations d'hydrocarbures. Et on a trouvé qu'il y avait là quelque chose d'assez convaincant. Cette idée que les microbes qui sont associés à ces plastiques ont aussi peut-être la capacité de le dégrader.
On regarde évidemment dans cette direction. Et il y a déjà quelques preuves par notre observation au microscope que certains de ces microbes sont réellement capables d'accélérer la fragmentation des plastiques qui se retrouvent dans les océans. C'est dans le microscope à balayage électronique que nous avons vu ces petites choses que nous appelons des formateurs de trous. Ce sont des cellules de 2 à 4 microns, rondes, sphériques, qui semblent s'être intégrées dans des trous à la surface du plastique. Ont-elles métabolisé ou juste décomposé le plastique pour s'agripper à lui? On ne sait pas. Mais c'est bien la preuve qu'elles ont un impact et qu'elles favorisent sa décomposition. Des bactéries capables de décomposer le plastique. Eric, Linda et Tracy investiguent ces questions. Et il ne fait désormais aucun doute qu'elles ont un rôle dans la fragmentation de la matière plastique en mer. Mais les bactéries sont-elles capables de le métaboliser, de le faire disparaître ainsi de nos océans? Aujourd'hui, des preuves existent. Donc ici, on met des morceaux de plastique qui sont restés en mer pendant 2 mois. Pendant ces 2 mois, il y a eu des bactéries qui se sont développées à la surface du plastique et on va vérifier maintenant s'il y a des bactéries qui sont capables de dégrader le plastique. Alors la façon de le démontrer, en fait, c'est de mettre ce morceau de plastique avec les bactéries dans un milieu minimum où il n'y a plus que du plastique à manger. Voilà, ce qu'on voit avec ces courbes, c'est qu'on a une diminution de l'oxygène, c'est-à-dire que les bactéries sont effectivement en train de manger le plastique puisqu'elles sont en train de consommer de l'oxygène. À Bagnols-sur-Mer, Jean-François Guiglione et Claire Dussu, du laboratoire de biologie microbienne, démontrent ainsi que des souches de bactéries isolées assimilent totalement différents types de plastique en mer. Les bactéries développent une stratégie complexe pour les ingurgiter. Donc un plastique, en fait, c'est un polymère. Donc si je prends par exemple le polyéthylène, qui est le plastique le plus communément utilisé dans le commerce, c'est une chaîne de carbone et d'hydrogène. Donc sur cette chaîne de polymères, il n'y a que du carbone et de l'hydrogène. Et ça, c'est un problème pour les bactéries. C'est un problème pour les bactéries, car en l'état, les particules plastiques ne sont pas comestibles et bien trop grosses. Les bactéries commencent donc par envoyer des enzymes en dehors de leurs cellules pour les oxyder. Une fois qu'il y a de l'oxygène sur le polymère, la bactérie envoie d'autres enzymes extracellulaires pour couper les chaînes de carbone. Différentes espèces de bactéries sont impliquées dans ce processus de dégradation, jusqu'à ce qu'elles parviennent à le réduire en toutes petites molécules qu'elles peuvent enfin manger. Les bactéries expliqueraient-elles notre incapacité à retrouver 99% du plastique dans les océans? Peuvent-elles être une solution au problème? Claire et Jean-François cherchent ainsi à caractériser ces communautés microbiennes. Le processus de dégradation du plastique en mer est complexe. Des dizaines de milliers de bactéries entrent en jeu, se succèdent au cours du temps, sans que l'on sache encore qui fait quoi. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la façon dont on arrive à sélectionner parmi les espèces rares, justement, on arrive à les sélectionner, on tente actuellement de les isoler pour mieux les connaître. Donc ça, c'est quelque chose de positif parce qu'on arrive à mieux comprendre le fonctionnement. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que ces bactéries, en fait, elles poussent très très lentement. Et l'utilisation, la dégradation du plastique, c'est un phénomène qui est très très lent. Donc ça, petit à petit, on arrive à comprendre aussi que dans la mer, la solution, ça ne va pas être les bactéries qui vont dégrader ces plastiques, parce qu'il y a une telle quantité de plastique qui arrive, le temps de dégradation est tellement lent que les bactéries, en fait, n'arrivent pas à manger tout le plastique qui arrive en mer. Ça, c'est évident. Si les bactéries peuvent absorber le plastique,
Elle n'explique pourtant qu'une infime partie de cette disparition. Elles ne peuvent être la solution miracle à un mystère qui demeure. La nature a beau essayer de s'adapter, elle ne peut suivre notre consommation effrénée et surtout notre incapacité à gérer les déchets qui en découlent. Depuis quelques années, la communauté scientifique essaye de comprendre ce qui se passe une fois qu'il est en mer. Questionne son devenir, mais aussi ses effets. Identifie les microplastiques comme une source de préoccupation et se demande déjà si les nanoplastiques d'une taille inférieure ne seraient pas encore pires. Mais aujourd'hui, on en est encore à mesurer des temps et des taux de dégradation de ces plastiques dans les océans. On en est vraiment qu'au tout début. On se pose les questions les plus basiques. On essaie juste d'assembler toutes les informations que l'on peut trouver pour voir si l'on peut répondre à ces questions. Et pour la plupart, on ne peut pas. Mais d'un autre côté, on a aussi des réponses et une connaissance sur la façon dont nous devons agir pour empêcher le plastique d'entrer dans l'océan. Pour empêcher qu'il y ait du plastique dans les océans, il faut arrêter d'en déverser. Il faut arrêter sa progression au niveau des côtes, des rivières, des décharges. En fait, ça dépend beaucoup de nous. La question n'est pas de ne plus utiliser le plastique, c'est de l'utiliser de façon beaucoup plus intelligente. Selon moi, il faut repenser la façon dont nous produisons, utilisons et nous nous séparons des plastiques. Il y a cette prise de conscience grandissante qu'il n'y a pas d'ailleurs sur la planète. Nous vivons en vase clos. Il est temps d'en prendre conscience avant que le message de cette œuvre d'art, croisée au hasard d'un aéroport, ne change de lui-même. Elle ne sera plus là pour apaiser le voyageur stressé, mais pour lui rappeler ce que sont devenus nos océans.